Donc on va parler du puits quantique fini, par opposition et par comparaison avec le puits quantique infini. Alors en mécanique classique, donc l'année dernière, qu'est-ce que vous avez vu? Vous avez vu ce qui se passe quand on a une courbe d'énergie potentielle avec une cuvette de potentiel. Et qu'est-ce que vous avez vu? Vous avez vu qu'il y a une zone interdite pour les valeurs de x telles que l'énergie potentielle est au-dessus du niveau d'énergie mécanique. C'est-à-dire que, donc là j'ai dessiné, vous pouvez voir ça comme des montagnes russes, hein, EP égale mgx où x serait l'altitude. Vous voyez, si vous avez un chariot, hein, Walibi, comment ça s'appelle, le loup-garou, hein, et donc le chariot, qu'est-ce qu'il va faire? S'il est piégé dans cette cuvette de potentiel, le chariot, d'ailleurs il y a une attraction comme ça aussi, c'est pas le loup-garou, je ne sais plus le nom, hein, mais où vous faites des allers-retours comme ça, d'abord vous êtes à l'endroit, ensuite vous êtes à l'envers, hein, et donc vous êtes piégé. Pourquoi? Parce que l'énergie mécanique, attention, ça, ce petit truc-là, c'est tout simple, mais souvent quand on vous demande de le justifier, ce n'est pas toujours très bien fait. L'énergie mécanique se conserve dans le cas où il n'y a pas de frottement. L'énergie cinétique est toujours positive, donc on voit que l'énergie potentielle doit rester en dessous du niveau d'énergie mécanique. Ce sont les valeurs de x, ça va osciller là-dedans. Donc ça, c'est un puits fini en mécanique classique. Toutes les valeurs de l'énergie, a priori, sont accessibles, hein. Voilà, suivant le point de départ où vous partez, voilà, vous allez osciller comme ça, mais il n'y a pas de quantification des niveaux d'énergie et il est hors de question d'aller sortir en dehors du puits, hein, vous êtes piégé dans la cuvette de potentiel, donc en mécanique classique, voilà ce qui se passe. En mécanique quantique, donc on va voir qu'on va modéliser ce puits fini, donc un puits symétrique entre moins A et A, de hauteur V0, donc c'est plus le puits infini. Là, il a une hauteur V0, donc on va avoir 3 zones. C'est un potentiel continu par morceau. Donc pourquoi est-ce qu'on prend ça? C'est pour pouvoir résoudre l'équation de Schrödinger facilement. Et les effets que l'on veut mettre en évidence, évidemment, plus réaliste, hein, voilà, il faudrait prendre une cuvette comme ça. Bon, il y a l'étude du potentiel harmonique, donc l'étude du potentiel harmonique qui est sortie à Centrale l'année dernière, à Minépon, hein, que j'ai corrigé, voilà. Et donc vous pourrez aller regarder. Donc là, on prend un potentiel, V est égal à 1/2 de kx carré, mais les calculs sont beaucoup plus compliqués. Et on aboutit aussi à une quantification des niveaux d'énergie, mais à un prix bien plus élevé que ce qu'on va faire ici, alors que vous allez voir qu'il y a déjà des petites difficultés techniques qu'on va résoudre les unes après les autres. Donc, on va mettre en évidence donc tout ce qui est mis en évidence dans la vidéo de simulation sur le puits fini, hein, que vous venez de voir. Donc quantification des niveaux d'énergie et surtout on va voir que là, eh bien, il va y avoir, ça c'est un phénomène purement quantique, l'existence d'une fonction d'onde dans les zones interdites. Voyez. Donc le but pour nous c'est d'étudier le puits quantique mais pour des niveaux d'énergie qui sont plus petits que V0. Attention, on va se limiter à ça. Dans un exercice, alors, parce que ça c'est au programme, et dans un autre exercice, on verra ce qui se passe quand on prend une énergie qui est au-dessus, et là aussi vous allez voir qu'il y a des effets quantiques assez rigolos, parce qu'en fait vous prenez un faisceau de particules qui arrive, vous verrez qu'il y a une partie qui va rebondir sur le puits, alors qu'en fait il passe au-dessus. Ça c'est complètement anti-intuitif, mais ça ce sera pour plus tard. Nous on va déjà voir ce qui se passe pour un niveau d'énergie qui est plus petit que V0. Et on va voir qu'il y a des choses qui sont en commun avec le puits infini et des choses qui sont différentes du puits infini, à la fois dans les résultats et aussi dans le traitement. Donc le but, voilà, c'est de trouver les fonctions d'onde qui satisfont ces conditions aux limites. Alors on va d'abord parler des conditions aux limites, parce que c'est un peu différent que pour le puits infini dans la mesure où le saut de potentiel ici est fini. Alors, conditions aux limites. On ne va pas dire que la fonction d'onde s'annule sur les bords du puits, parce que comme on va le voir, il y a une fonction d'onde qui peut sortir du puits. Mais on va utiliser la continuité de la fonction d'onde. Bien évidemment, on va chercher des solutions en état stationnaire, hein, donc de la forme phi de x exponentielle moins iet sur h bar. Et pour nous, le but, c'est de résoudre l'équation en petit phi, qu'on connaît bien, donc par séparation des variables. Je ne redémonte pas ça ici. Donc phi seconde de x plus 2m sur h bar carré
facteur donc là de E, et là il faut mettre éventuellement moins V de x. Donc l'expression de cette équation va être différente suivant les zones dans lesquelles vous travaillez, et le type de solution également va être différent dans la zone 1, dans la zone 2, dans la zone 3. Alors, je vais parler des conditions limites, et puis après on va écrire la forme des solutions dans chaque zone. Donc, conditions limites. Donc voilà ce que vous devez savoir au niveau des différentes conditions limites. On va utiliser simplement la continuité, et non plus l'annulation de la fonction d'onde en x est égal à plus ou moins a. Ça veut dire que phi1 dans la zone 1 en moins a, la limite à gauche, hein, de phi1, ce sera la limite à droite de phi2 en moins a. Et de la même manière, donc phi1 en a, ça va se raccorder par continuité. Donc, continuité de la fonction d'onde, ça finalement, on l'avait aussi pour le puits infini. Puisque pour le puits infini, la fonction d'onde étant nulle à l'extérieur du puits infini, le fait d'annuler la fonction d'onde sur les bords du puits infini, c'était aussi une condition de continuité pour la fonction d'onde. Maintenant, pour le puits fini, vous avez aussi continuité de la dérivée. Alors ça, c'est nouveau. Alors, on peut le démontrer mathématiquement à partir de l'équation de Schrödinger. C'est pas très rigolo et ça ne va pas vous apporter grand-chose dans le programme, c'est admis. Donc, phi1' en moins a. Donc ça, par contre, vous devez connaître le résultat, hein, on ne vous le dira pas forcément. Donc, il faut savoir que quand on a des discontinuités finies de potentiel, alors il y a continuité de la fonction d'onde et aussi de sa dérivée. Qu'est-ce que j'écris là? C'est 1, 2, 2, 3. Ah oui, 1, 2 et 2, 3, parce que le milieu 2, c'est au milieu. Hein. Voilà. Donc, continuité de la fonction d'onde ici et de sa dérivée, continuité de la fonction d'onde ici et de sa dérivée, parce qu'on a un saut de potentiel fini. Vous admettez ce résultat-là dans le cadre du programme, et vous admettez aussi le fait donc, que quand le saut de potentiel est infini, avec le potentiel infini, il n'y a qu'une condition sur la fonction d'onde et rien sur la dérivée. Voilà. Elle n'est pas continue à la frontière comme on l'a vu avec les fonctions d'onde du puits infini. Une fois qu'on a écrit les conditions limites, ça va être à appliquer une fois qu'on aura résolu donc l'équation différentielle dans les trois zones. Alors on va d'abord peut-être réécrire cette équation différentielle, c'est un petit peu calculatoire, hein, c'est vrai. L'équation donc dans la zone 1 et dans la zone 3. Donc, parce que finalement, le potentiel est le même si les fonctions vont être indépendantes. Mais il y a la même écriture. Donc, c'est phi seconde de x plus 2m sur h bar carré facteur de e moins v0 phi de x égale 0. Bon, je ne mets pas d'indice sur phi, hein, c'est soit phi1, soit phi3. Et là, bien sûr, il faut que vous soyez hyper attentif aux signes. Donc là, il faut regarder le signe de ça. Alors c'est vrai qu'on peut étudier les deux cas. On peut étudier quand l'énergie est au-dessus de V0 ou, comme ici, l'énergie est en dessous. Soyez bien attentifs, quel est le cas qu'on me demande, à moins qu'on me demande tous les cas, mais ce sera plutôt rare. On va vous faire étudier les cas séparément. Donc cette parenthèse est négative. Alors est-ce que ça s'intègre en exponentielle réelle ou en exponentielle complexe? En CH-SH ou en sinus, cosinus? Est-ce que c'est une équation du type oscillateur harmonique ou pas? En CH, SH, on va choisir les solutions. Ah, est-ce qu'on... Ah, voilà, tiens, très bonne idée. Est-ce qu'on va choisir... On a toujours le choix, hein, il faut faire le bon choix, parce que sinon, après, ça nous mène à des trucs qui sont pénibles. Est-ce qu'on va choisir les solutions en CH-SH ou en exponentielle KX exponentielle moins KX? Là, c'est le métier qui va parler. Eh bien, je vais vous dire, on va les choisir en exponentielle. Alors pourquoi? Il y a une raison. Ça, c'est des trucs qui ne sont pas dits explicitement, mais si vous ne prenez pas les bonnes solutions, vous allez ramer. Pourquoi? Parce que, alors, regardez, on va en prendre un exemple. Phi1 de x, ça peut s'écrire au choix exponentielle a exponentielle kx plus b exponentielle moins kx, ou ça peut s'écrire deux bases de l'espace des solutions, comme on dit, chkx plus d shkx.
Ça vaut le coup de passer du temps à expliquer ça. Donc avec k carré est égal à 2m sur h bar carré. Attention, on change le signe de la parenthèse pour que ce soit k carré positif. Alors, pourquoi est-ce qu'on choisit ça? Eh bien, à cause des limites des fonctions quand x tend vers plus ou moins l'infini. C'est-à-dire que, en fait, on veut des fonctions dites de carré sommable. Ça veut dire quoi? En fait, on veut des fonctions dont le carré est intégrable pour normer la densité de probabilité de présence. Le problème, c'est que si vous prenez CH ou SH, aucun des deux ne tend vers 0 quand x tend vers plus ou moins l'infini. Donc vous allez vous retrouver avec une famille de solutions. Vous ne pourrez pas intégrer le CH, SH entre de moins l'infini à plus l'infini, ou même de 0, de A à plus l'infini, ou de moins l'infini jusqu'à moins A. Vous voyez, parce que ces fonctions-là divergent quand x tend vers plus l'infini. Quand vous prenez ça, regardez ce qui va se passer. Vous allez pouvoir choisir une exponentielle ou l'autre exponentielle suivant la zone dans laquelle vous êtes. Si vous êtes dans la zone 1, qu'est-ce qu'il faut pour pouvoir intégrer une exponentielle entre moins l'infini et moins a? Parce qu'on va faire des sommes, vous voyez, on va couper les intégrales pour normaliser la fonction d'onde. Donc, si vous gardez exponentielle moins kx, quand x tend vers moins l'infini, qu'est-ce qui va se passer avec ce truc-là? Ça va diverger. Donc, qu'est-ce que vous allez faire quand vous allez choisir les fonctions dans la zone 1? Vous savez, on a souvent fait ça, même en diffusion thermique ou quoi. On annule physiquement certaines constantes d'intégration en disant cette fonction-là, elle est peut-être mathématiquement solution, mais physiquement, elle ne peut pas convenir parce qu'elle diverge. Donc, on va annuler ça. Donc, on annulera ça dans la zone 1 et on conservera lui dans la zone 1 parce que x tend vers moins l'infini. Et dans la zone 3, vous devinez ce qui va se passer? C'est le contraire. Dans la zone 3, exponentielle kx, x peut tendre vers plus l'infini, ça diverge, et ça converge. Donc vous voyez, le fait de choisir directement les bonnes solutions, on ne peut pas dire que ça se soit faux, mais vous allez ramer. Hein, en fixant bien les conditions limites, vous trouverez les mêmes solutions, évidemment. Mais vous allez ramer. Donc il y a ceux qui rament et il y a ceux qui ne rament pas. Hein. Donc voilà. Alors, ça veut donc dire quoi ça? Eh bien, on peut déjà le dire physiquement avec toute la discussion qu'on vient de faire. Ça veut dire que dans la zone 1, je peux tout de suite dire que pour des raisons physiques, je vais choisir une exponentielle x compris entre moins l'infini et moins a. Eh bien, je vais choisir ça, parce que ça tend vers 0 quand x tend vers moins l'infini. Et dans la zone 3, je peux tout de suite dire que je vais choisir l'autre. Puisqu'on vient de le discuter, ce sera toujours ça de gagner. D'accord? Voilà. Et dans la zone 2, alors dans la zone 2, là, le potentiel est nul. Donc, il faut qu'on réécrive l'équation de Schrödinger avec un potentiel nul. En fait, c'est comme dans le puits infini, puisque finalement, c'est ce qu'on appelle la particule entre guillemets libre. Bien sûr, les conditions limites vont intervenir dans la résolution, mais voilà, E phi de x égale 0. Bon, là aussi, on va choisir directement un E positif. On ne va pas refaire la discussion qu'on a faite avec le puits infini. Hein, on va choisir un E positif. Donc, on va poser petit k carré. Prenez tout de suite les bonnes notations. Hein. 2me sur h bar carré. Et donc, les solutions, c'est quoi? Alors là aussi, on a le choix. Alors, on a le choix. Et là, est-ce qu'on va prendre des exponentielles ou des cosinus sinus? Eh bien, on va prendre des cosinus sinus. Alors pourquoi? Vous allez me dire, ah oui, dans l'autre, on a pris des exponentielles là. Ben parce qu'en fait, on va utiliser les propriétés de parité et d'imparité. Vous allez voir, on va distinguer les états pairs et les états impairs. Donc ça, c'est phi2 de x. C'est vrai aussi qu'on pourrait écrire donc c exponentielle ikx plus d exponentielle moins ikx, mais c'est moins commode. Donc partez directement là sur les fonctions sinusoïdales. Donc tout ça, c'est un peu, je dirais, l'habitude. Hein, bon, et puis j'essaye de vous faire gagner un petit peu de temps en vous expliquant pourquoi on choisit. Ça, on a choisi ça déjà dans le puits infini, vous voyez, donc on continue de le prendre dans le puits fini. Sinon, vous allez ramer.
Alors, donc le but pour nous va être eh bien, de raccorder les différentes solutions par continuité en moins A et A ainsi que leurs dérivés. Et on va voir que grâce à ça, on va trouver les niveaux d'énergie. Alors, il y a un petit peu de calcul à faire. Là, cette partie-là, elle est un petit peu technique, mais on va la faire ensemble. Alors, regardez, on va distinguer ce qu'on appelle les états pairs et les états impairs. C'est-à-dire que on a la zone 1, on a la zone 2, on a la zone 3. On peut choisir des solutions entièrement paires ou entièrement impaires. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous avez vu comment on a centré le potentiel. En fait, on l'a centré de façon à ce qu'il soit pair. Alors ça, c'est des petites... voilà, on l'a pris entre moins A et A. Il est pair, le potentiel. Ce qui fait que si on a une solution phi de x, alors phi de moins x est aussi solution. Vous voyez, c'est pour ça qu'il y a des propriétés de parité et d'imparité qui sont sous-entendues. Donc, regardons un petit peu les états pairs, les états impairs. Donc, dans la zone 1, bon, dans la zone 2, commençons par la zone 2, j'ai potentiellement une somme d'une fonction cosinus et d'une fonction sinus. Je vais choisir la fonction cosinus. La fonction sinus, elle est paire. Donc, un état pair, ce sera qu'un cosinus. Et puis, dans la zone 3, donc j'ai dit qu'on allait prendre comme fonction donc une exponentielle qui va décroître quand x tend vers plus l'infini. Alors je vais changer le nom de la constante là-haut parce que ça ne peut pas être la même que là. Donc ça va faire exponentielle moins b exponentielle moins kx. Et donc puisque je choisis une fonction paire, dans la zone 1, j'ai vu qu'il fallait que je prenne une exponentielle qui tend vers 0 quand x tend vers moins l'infini. Donc il fallait que je garde l'exponentielle kx avec k positif. Mais comme je veux que ce soit pair, là je vois que si je change x en moins x, vous voyez, sur ces deux extrémités, x en moins x, comme les domaines sont symétriques par rapport à 0, eh bien ça marche. Donc ça c'est, j'ai fabriqué un état pair. Je n'ai pas encore le lien avec les constantes d'intégration, mais là j'ai fabriqué un état pair. Maintenant je vais faire la même chose avec des états impairs. On va voir qu'il y a deux familles de solutions, de fonctions d'onde, des états pairs, des états impairs. Donc dans la zone 1, dans la zone 2, dans la zone 3. Dans la zone 2, si je veux un état impair, je vais choisir le sinus, parce que le sinus est impair. Dans la zone 3, ben, il faudra une exponentielle qui décroît exponentiellement. Et donc là, ben, il suffit que j'inverse le signe ici. Alors, il y a petit k et grand k. Hein. Là, c'est petit k, là, c'est grand k. J'espère que c'est clair. Donc voilà, là, j'ai fabriqué une fonction qui est impaire. Vérifiez-le. Les domaines étant symétriques, bon, le sinus au milieu, il est impair. Et là, ça, c'est impair aussi. Vous changez x en moins x et vous avez l'opposé dans les deux zones. Ça va pour tout le monde? Alors maintenant, qu'on a ça, on va, pour la famille des fonctions paires, appliquer la continuité de la fonction et de sa dérivée. C'est ça qui est un petit peu pénible, il faut le reconnaître, hein, c'est ce côté un peu calculatoire. En x égale moins 1, en x égale plus a. La physique, elle sort souvent une fois que vous avez fait tous les calculs, hein, comme on a essayé de le faire pour le puits infini. Donc voilà, j'y peux rien, il faut faire un petit peu de calcul. Donc, oui? Oui, mais on va s'arranger pour que le puits soit centré en 0. D'accord? Alors, s'il n'est pas centré en 0, bonne question Maximilien, qu'est-ce que tu fais? Tu translates l'origine des x. J'ai déjà vu un sujet comme ça, où on avait un puits fini entre 0 et a. Pénible. Alors, qu'est-ce que tu fais? Bah, tu changes la variable, tu dis, moi je vais prendre une nouvelle variable, x' est égal à x moins a sur 2. Tu vois? Donc du coup, hop, tu retranslates ton origine. Donc on peut toujours, si on veut, s'il n'y a qu'un seul puits, s'arranger pour se placer au milieu. Mais bon, là, je ne pense pas quand même qu'on soit aussi... voilà, ce serait vraiment inutilement pénible. Mais je l'ai déjà vu sur un vieux sujet où le puits, il n'était pas centré. Donc du coup, ça translatait tout. Ça rajoute... Hein, mais voilà, il faut faire une translation sur les x à ce moment-là. Hein, en rajoutant une constante sur les x, en posant un nouvel x, un x'. On y va. Alors, on va d'abord peut-être s'occuper des états pairs.
et appliquer les relations de continuité. Donc, en x égale à moins a, donc on aura b exponentielle moins ka est égal à a cosinus ka. Cosinus étant pair, j'écris pas cosinus moins ka, c'est plus simple. Quand je dérive, je sors le k, kb exponentielle moins ka. Donc là, j'écris la continuité de la dérivée. Quand je dérive le cosinus, ça fait moins sinus. Donc ça fait moins a moins k petit k a cosinus de sinus de moins ka. Parce que je fais en x égale moins a. Et donc, moins par moins, sinus étant impair, ça fait ka sinus de ka. Il faut bien distinguer les grands K et les petits K, hein, sinon vous allez vous auto-torpiller. On est en moins A là. Hein. Alors, ça ne sert à rien de les réécrire en x égale a, parce qu'en fait, ça vous donne les mêmes relations puisque tout est pair. D'accord ? Donc, je vais faire, alors je vais appeler cette relation, ça c'est continuité de la fonction, ça c'est continuité de sa dérivée en x égale moins a. Je fais le quotient 2 sur 1 pour éliminer les constantes d'intégration. Donc ça va me faire petit k tangente sinus sur cosinus ka est égal à grand K. Tout le monde voit ça? Et là, vous allez voir pourquoi après. Je vais multiplier par A des deux côtés. Bon, pour l'instant, on ne comprend pas pourquoi. Ça serait guidé dans un énoncé. Hein. Vous auriez des questions intermédiaires. Donc, on vous dirait démontrer qu'on a cette relation-là. Et il y a une autre relation. Il y a une autre relation à laquelle il faut penser. C'est celle qui relie grand K carré et petit K carré. Alors, est-ce que je peux réécrire la définition de grand K carré ici? Donc, grand K carré, c'était 2m sur h bar carré facteur de V0 moins E. Et petit K carré, c'était 2m sur h bar carré fois E. Alors, si j'additionne les deux, regardez ce que ça donne. K carré plus K carré, les deux ME sur h bar carré se simplifient et il vous reste 2m V0 sur h bar carré. Vous allez comprendre pourquoi on va en fait changer un peu de variable. On va quand même choisir comme variable K fois A. Donc je multiplie par A carré des deux côtés. Et je vais poser grand X égale KA et grand Y égale grand KA. Alors pourquoi je fais ça? Parce que ça, c'est l'équation d'un cercle en coordonnées x, y. D'accord? Donc ça, c'est un peu difficile, mais les valeurs de petit k, on va les avoir graphiquement. Pourquoi on va les avoir graphiquement? Là, je suis toujours pour les états pairs. Hein? On a à résoudre en fait un système non linéaire de deux équations, grand x2 plus grand y2 égale R2. Donc grand x est proportionnel à petit k et grand y est proportionnel à grand k. Et R carré, il est là. Et on a aussi y égale à x tangente x. Et donc les solutions et les modes propres, la quantification va venir graphiquement de la résolution de ce système. En fait, il va falloir faire l'intersection du cercle avec cette courbe-là dans le plan XY. Alors regardons un petit peu ça. Bon, d'abord, vous connaissez tous les graphes de la fonction tangente, ça vaut peut-être le coup qu'on le regarde. Donc je vais mettre un petit x ici, y égale tangente x. Bon, je pense que vous savez tous ça par cœur, mais bon, voilà. On va quand même le redessiner. Ça, c'est juste tangente, ça. Hein? Donc, pi sur 2. Là, j'ai pi. Là, j'ai 3 pi sur 2. La fonction est impaire.
D'accord? Là, j'ai moins pi sur 2, etc. Bon, on va voir que nous, on va se restreindre à grand X, grand Y positif. Hein. Donc, en fait, on va se restreindre au quart de plan qui est là. On va d'abord dessiner Y égale X tangente X, en se restreignant au quart de plan positif. Je passe du temps là-dessus, parce que si on va trop vite, on ne comprend pas bien. Alors, comment est la fonction X tangente X? Donc, je vais mettre pi sur 2, pi. Allez, 3 pi, on va aller jusqu'à 3 pi sur 2. Donc, X tangente X quand X est positif, puisque je me limite au quart de plan ici. Bon, regardez, multiplier la fonction tangente par X qui est positif, ça ne change pas les limites. Vous voyez, donc, en fait, ce n'est pas la même courbe que tangente X, mais comme ça, à vue de nez, ça ressemble. Parce que, donc là, il n'y a rien entre moins pi sur 2 et puis après, ça fait ça. Vous voyez? Alors, c'est plus périodique, parce que vous avez multiplié par X, hein, qui n'est pas périodique, mais au niveau des limites, vous voyez, ça change rien. Donc là, vous avez 3 pi sur 2. Donc voilà, ça c'est la fonction X tangente X dans le quart de plan, X positif, Y positif. Et maintenant, je dois faire l'intersection avec l'arc de cercle, en fait le quart de cercle. Alors je vais essayer de le faire assez haut, en espérant que ce soit assez circulaire. Hop! Voilà, ça c'est le cercle de rayon R. Donc le rayon R, on le connaît, hein, parce que attention, tout ça, ça va jouer un rôle. Ça c'est R carré. D'accord? Donc le rayon R, on le connaît. Et alors, en quoi est-ce que ça c'est intéressant? Eh bien, ça nous donne en fait les niveaux d'énergie. Hein, ça paraît un peu, pas tiré par les cheveux, mais un peu, voilà, un peu... Là, il y a deux niveaux d'énergie accessibles dans cette configuration pour des états pairs. Pourquoi? Parce que, en fait, les intersections ici, alors c'est purement graphique, malheureusement, je ne peux pas analytiquement donner les solutions, mais je vois qualitativement que, comme solution de l'équation de Schrödinger vérifiant les conditions aux limites, les valeurs de petit k et de grand k sont données par ces intersections. Donc, il n'y a que certaines valeurs qui sont accessibles. Donc, c'est quantifié. Vous voyez, malheureusement, je ne peux pas faire comme dans le cas du puits infini. Je ne peux pas vous dire k égale n pi sur a. Je ne peux pas faire ça. Mais je peux dire que c'est quantifié. Et donc, je le dis. OK? Alors après, regardez, le nombre de niveaux d'énergie accessibles, il va dépendre de quoi? Il va dépendre du rayon. Parce que plus le rayon est grand, plus V0 est grand par exemple, vous voyez que plus vous aurez d'intersection entre ces deux courbes. Et est-ce qu'il y a toujours une intersection, quel que soit V0, même pour un V0 qui est tout petit, est-ce qu'il y en a toujours une? Je fais cette remarque-là parce que vous verrez pour les états impairs, ce n'est pas vrai. Regardez, un ch'ti V0, là il y aura quand même une intersection. Il n'y en aura qu'une peut-être, hein, mais il y en aura toujours une. Hein, voilà, elle sera toujours là. Donc il y a toujours au moins un état pair qui est solution. Bon, avant de regarder les états impairs, ce que j'aimerais faire, c'est peut-être simplement regarder l'allure des fonctions d'onde. On l'a vu sur la simulation. Mais, alors, prenons par exemple le niveau fondamental. Le niveau fondamental, donc entre A et moins A. Qu'est-ce qui est différent du puits infini? Parce que c'est ça au fond qui est intéressant. Donc, je vais dessiner la fonction d'onde. Donc, c'est un morceau de cosinus ici. Alors, ça ressemble un peu au puits infini. Mais la nouveauté, c'est que là, j'ai des petits morceaux de fonction d'onde qui sortent du puits. Et ça, c'est interdit classiquement. Vous voyez? Ces ondes-là qui sortent du puits. Et la fonction d'onde est continue et sa dérivée est continue. Ça veut dire quoi graphiquement? Ça veut dire qu'il ne faut pas que vous fassiez de points anguleux. Vous voyez? Ça se raccorde par continuité. Donc ça, c'est une exponentielle décroissante. Hein, ça, c'est le b exponentielle moins kx. Ça, c'est le b
exponentielle kx, donc qui tend vers 0, et ça c'est de carré sommable. Vous voyez, ça c'est de carré sommable. D'ailleurs, si on représente la fonction carré, elle va ressembler à peu près à ça aussi. Enfin, ce ne sera pas la même, mais... Donc ça veut dire que voilà ce qui change. Alors ce qui change, c'est ça qui est intéressant. Hein, c'est ici. Voilà. Donc après, oui, on peut prendre par exemple cet état-là, lui, comment il sera lui? Alors, je vais le représenter au-dessus. Donc cet état-là, il va osciller plus, hein, donc il va faire un truc comme ça. Voilà, et puis quand on sort du puits, pareil, hop. Donc il est pair, entre moins A et A, bon, c'est pas bien superposé, mais c'est l'idée. D'accord? Voilà. Ça, c'est cet état-là. Quand il existe, hein, parce qu'il n'existe pas toujours. Vous avez vu, ça dépend de la valeur de V0. Voilà. Alors, c'est un peu les mêmes fonctions que pour le puits infini. Vous voyez, là, on est passé directement entre les deux. Vous allez voir qu'il y a un état impair qui va s'intercaler, hein, avec une énergie entre les deux. Donc là, en fait, ça, c'est le fondamental et ça, c'est le niveau 3. Hein, parce qu'on va voir que là, il y a un état impair qui va s'intercaler. Mais regardez, ça ressemble furieusement à l'état 1, à l'état fondamental du puits infini, ça à l'état 3 du puits infini, sauf qu'il y a les ondes évanescentes dans les zones interdites. Vous voyez ça? Donc ça, c'est une nouveauté, les ondes évanescentes, l'existence d'une densité de probabilité non nulle ici dans ces zones-là. On va étudier maintenant les états impairs, mathématiquement. On va faire la même chose que ce qu'on a fait sur les états pairs. Donc alors, état impair, je vais aller un petit peu plus vite. Donc on a écrit mathématiquement les fonctions ici, il faut raccorder par continuité. Donc ça va faire moins b exponentielle moins ka est égal à grand A sinus, donc là il y aura un moins ka, donc ça fait plus. Et la dérivée, donc ça fait moins bk exponentielle moins ka égale, on dérive le sinus, ça fait plus cosinus ka cosinus de moins ka, mais cosinus est pair. On fait le quotient, donc ça c'était la continuité de la dérivée, de la fonction, ça c'est la continuité de sa dérivée, ça sert à rien d'aller en x égale a, ça va donner pareil. Donc ça va faire moins k, là il va rester un moins, égal à k cotangente, hein, l'inverse de la tangente, ka. Et pareil, on va multiplier, on va prendre les mêmes variables, ka sans dimension, d'ailleurs, parce que k, c'est l'inverse d'une distance. Donc, ça va faire y est égal à moins x cotangente x. Et sinon, ben, on a la même relation sur le cercle, hein, avec le même rayon, x2 plus y2 égale r2, c'est le même cercle. Alors, cotangente x, c'est l'inverse de la tangente. Regardons un petit peu comment c'est cotangente. Alors, cotangente. Donc, on va mettre pi sur 2, pi... 3pi sur 2, elle est comment cotangente? Eh bien, quand tangente tend vers 0 par valeur supérieure, cotangente tend vers l'infini. Quand tangente tend vers l'infini, cotangente tend vers 0. Donc ça ferait un truc comme ça, cotangente. D'accord? Nous, on va se restreindre au quart de plan. Donc là, c'est cotangente petit x en fonction de petit x. Et l'origine est là, d'accord? Alors si maintenant je fais moins x cotangente x avec x positif, donc je me limite au quart de plan qui est là, mais il faut que je prenne, en fait, les limites, ça va être l'opposé, parce que je multiplie par moins x qui est x positif, donc moins x est négatif, donc ça veut dire que qu'est-ce qui va se passer? Ça va passer dans les négatifs et ça va passer dans les positifs. Donc, je vais avoir pi sur 2. Donc là, en fait, je vais avoir un truc comme ça. Alors, il faut le regarder quand même une fois. Hein. Donc, ça va passer dans les négatifs. Donc, il faut aller jusqu'à 3 pi sur 2. Et donc, ça va faire un truc comme ça. Donc, vous voyez, ce qui est intéressant, en fait, c'est que la tangente... le x tangente x, il monte entre 0 et pi sur 2
est entre pi et 3pi sur 2, le moins x cotangente x, il est entre pi sur 2 et pi, là où il n'y a pas la tangente, vous voyez, dans les intervalles complémentaires. Et donc, si vous prenez le cercle, donc ça c'est y égale à moins x cotangente x. Et donc le cercle, il est comme ça, sauf que ce n'est pas ainsi, c'est un cercle. Là, vous avez déjà deux états impairs. Alors attention, les états impairs n'existent pas toujours. Même truc, vous voyez que les niveaux d'énergie vont s'intercaler parce que les solutions s'intercalent entre les solutions des autres courbes, hein, avec le x tangente x qui vient en fait ici. Donc ça, vous allez avoir état pair, état impair, état pair, état impair, état pair, état impair. C'est ce qu'on a vu sur la simulation. Et ce qui est important aussi, c'est que les états impairs n'existent pas toujours. Regardez, si le rayon est plus petit que pi sur 2, ici, il n'y a pas d'intersection entre R et cette courbe qui démarre à pi sur 2. Donc, autant les états pairs existent toujours, les états impairs n'existent pas toujours. Donc, qu'est-ce qu'on va mettre? Existence d'un état impair. Donc, quelle est la condition qu'on peut regarder, hein? C'est si et seulement si il faut que le rayon R soit plus grand que pi sur 2. Donc, le rayon R, c'est la racine de ce truc-là. Donc, on pourrait dire R carré est plus grand que pi carré sur 4. Hein, donc, voilà, on peut trouver une condition sur le potentiel, par exemple. Donc, A carré sur H bar 2. Plus grand que pi carré sur 4. Voilà, bon, si vous voulez exprimer ça comme une condition sur V0, ça se fait tout de suite. Alors, bah écoutez, on a vu toute la physique, en fait, hein, du puits fini était résumée un peu sur la vidéo. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça? C'est assez technique, c'est un petit peu plus pénible que le puits infini, je vous l'accorde. Donc, mais qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça? Quand on résout l'équation de Schrödinger, il faut découper les zones en 3 zones dans lesquelles le potentiel est constant, résoudre indépendamment, bien choisir la forme des solutions, donc en exponentielle réelle dans les zones 1 et 3 et en sinus-cosinus dans la zone intermédiaire. Ensuite, alors tout ça serait guidé dans un énoncé, on vous dirait écrivez la forme des états pairs, écrivez la forme des états impairs, appliquez les relations de continuité de la fonction d'onde et de sa dérivée. On fait une résolution graphique. On voit qu'il y a toujours au moins un état pair, c'est l'état fondamental. Après, on voit qu'il y a succession d'états pairs, d'états impairs. L'idée importante, évidemment, c'est que donc les niveaux d'énergie sont quantifiés, ça c'est commun entre le puits infini et le puits fini. La grande différence, par contre, c'est l'idée que pour le puits fini, la particule peut sortir la tête du puits, elle peut aller voir ce qui se passe en dehors du puits, alors que normalement, elle n'a pas l'énergie pour le faire. Vous voyez, ça c'est tout à fait caractéristique de cet effet sur le puits fini. Voilà, donc il nous restera sur l'étude, on n'a pas fini avec le puits fini parce qu'il faudra qu'on étudie les états de diffusion. Donc qu'est-ce qui se passe quand on a un niveau d'énergie qui est carrément au-dessus du puits? On verra que là aussi il y a un effet quantique intéressant. Donc là ici l'effet quantique c'est surtout l'existence de l'onde évanescente, hein, c'est-à-dire le fait que la densité de probabilité est non nulle en dehors du puits. C'est surtout ça finalement cet effet sur le puits fini et la quantification des niveaux d'énergie. Malheureusement on ne peut pas donner de formule analytique, hein, pour les niveaux comme on l'a fait pour le puits infini.